Eh bien, bonjour à toutes et tous. Euh, pour l'instant, vous êtes encore nombreux et nombreuses à nous rejoindre au fur et à mesure. On va attendre 1 ou 2 minutes avant de commencer réellement. Mais bienvenue à toutes et tous déjà pour ce webinaire sur la sortie du rapport national sur les lieux de rétention 2025. Voilà, je pense que la grande majorité, vous nous avez déjà rejoints. Donc merci à toutes et tous d'être présents et présentes aussi nombreux et nombreuses pour ce webinaire sur la sortie du rapport 2025 sur les centres et locaux de rétention administrative. Quelques petites règles au départ pour la bonne tenue de ce webinaire. La première, c'est que il y aura des questions, il y aura des phases de questions-réponses. Ne vous inquiétez pas, lors de cette soirée-là, vous avez un onglet en bas, Q et R, pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser à n'importe quel moment et on reviendra dessus lors des deux phases de questions-réponses, une au milieu et une plutôt à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet onglet-là plutôt que le chat. Ce sera plus simple pour y répondre ensuite. Deuxième petit point, ce webinaire, il est enregistré pour que nous puissions avoir une rediffusion après pour celles et ceux qui ne seraient pas présents et présentes là ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas. L'enregistrement, il ne concerne que les personnes qui apparaissent à l'écran. Donc voilà, même si vous êtes de très nombreux et nombreuses à nous suivre, l'enregistrement, c'est uniquement pour ça et pour faire une rediffusion possible après. Peut-être un rapide mot pour vous présenter la soirée. Ensuite, je laisserai la parole. Mais tout d'abord, nous aurons une introduction faite par Fanélie Carré-Comte, qui est secrétaire générale de la CIMAD, puis qui laissera la parole à Émile Juillet, qui est responsable du service d'aide aux étrangers retenus pour France Terre d'Asile, qui nous présentera les grandes lignes des chiffres, les statistiques de cette année 2025. Ensuite, nous aurons un zoom sur cette question du détournement de cette notion de l'ordre public par Mathilde Buffière, qui est responsable rétention pour le groupe SOS Solidarité et ASFAM. Ensuite, nous aurons justement ce temps de questions-réponses pour déjà pouvoir échanger avec vous sur tout ce qu'on aura pu se dire à ce moment-là. Et ensuite, nous évoquerons la situation dans les Outre-mer avec d'une part Pauline Raï, qui est responsable régionale rétention pour la CIMAD, donc des équipes qui interviennent en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion, ainsi que Eddy Malouli pour Solidarité Mayotte, qui nous évoquera la situation à Mayotte. Et enfin, nous aurons le plaisir de pouvoir aborder plus précisément la question de l'ordre public, du continuum de l'enfermement, etc., avec Julien Fischmeister, qui est chargé d'analyse et de plaidoyer pour l'Observatoire international des prisons, section française, et Alexandra Masek, qui est juriste au point d'accès au droit au centre pénitentiaire de Fresnes. Et pour conclure, nous laisserons la parole à Sylvie Guillaume, qui est présidente de Forum Réfugiés, voilà, pour la conclusion de ce webinaire. Voilà, je vous souhaite à tous et tous un bon webinaire. Et tout de suite, je laisse la parole à Fanny Carré-Comte, secrétaire générale de la CIMAD. Merci beaucoup, Paul. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai donc l'honneur d'ouvrir ce webinaire consacré à la présentation du 16e rapport rétention élaboré par nos 5 associations, Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, Groupe SOS Solidarité, Solidarité Mayotte et la CIMAD. Pour vous parler donc ce soir de ce que nous avons observé en 2025 et qu'on pourrait en fait placer sous le signe du toujours plus. D'abord, toujours plus d'allongement de la durée d'enfermement, avec ses conséquences dramatiques sur la santé physique et psychologique des personnes. Si cette durée d'enfermement était en moyenne de 12,7 jours en 2016, elle est de 33,4 jours en 2025 et elle dépasse dans certains centres de rétention 45 jours.
Dans la lignée de cette spirale sans fin, hasard de l'actualité, pourrait-on dire, le Sénat examinera demain la proposition de loi du député Charles Rodwell visant à possiblement allonger encore jusqu'à 7 mois la durée d'enfermement en CRA, malgré cet été une première censure du Conseil constitutionnel. Ensuite, toujours plus de carcéralisation avec des CRA à l'architecture neuve ou en cours de construction, de plus en plus pensée sous un angle sécuritaire, ce qui entraîne encore davantage de détérioration des conditions d'enfermement. Cette dérive de la transformation des CRA en succursale de la prison traduit une mise à l'écart sécuritaire des personnes étrangères sur le fondement de décisions administratives. Également dans le toujours plus de pratiques abusives, avec le recours croissant à la notion de menace pour l'ordre public, sur laquelle donc Mathilde reviendra tout à l'heure, pour enfermer sans discernement par le biais de décisions stéréotypées, de procédures expéditives, des parents d'enfants français, des personnes malades ou encore des personnes encourant des risques pour leur intégrité en cas de renvoi. Et donc au final, toujours plus d'absurdité, toujours plus d'inefficacité. Encore en 2025, de nombreuses personnes ont été enfermées sans aucune perspective réelle de renvoi. Plus de 60% des personnes enfermées ont finalement été libérées, dont près de 45% par un juge. Conclusion, les CRA sont détournés de leur finalité première, à savoir l'expulsion des personnes à bref délai. Alors, quid de demain? Cette spirale absurde du toujours plus, malheureusement, ne semble guère prête à s'arrêter. J'ai évoqué tout à l'heure la proposition de loi du député Rodwell. On pourrait évoquer également la perspective de la mise en œuvre du pacte européen sur l'asile et la migration et l'adoption future du règlement retour, annonciateur de nouveaux durcissements des politiques d'enfermement et d'expulsion au niveau européen, mais qui auront des conséquences évidemment au niveau national. Et pendant ce temps, il y a urgence pour les personnes enfermées dans les centres et lieux de rétention administrative dans des conditions trop souvent indignes. Car notre rapport vient rappeler que derrière les chiffres et les statistiques, il y a des personnes que nos intervenantes et intervenants voient tous les jours dans les CRA, des hommes, des femmes et des enfants privés de liberté pendant plusieurs mois au seul motif de leur situation administrative, trop souvent confrontés à des violences, à des pratiques illégales, à des atteintes à leurs droits fondamentaux. Donc ce rapport que nous vous présentons ce soir doit être placé sous le signe du sursaut. Il vise à mettre en lumière la réalité de ce qui se passe au quotidien derrière les murs des CRA, à l'heure où le rôle qui jouent nos associations, notamment cette capacité de témoignage et de dénonciation des pratiques indignes et abusives, sont régulièrement remis en question et menacés. Notre rapport, notre webinaire, il vise à appeler à un réveil pour retrouver le chemin de l'essentiel, la préservation des droits fondamentaux et de la défense des principes qui fondent notre état de droit. Et merci à toutes et tous pour votre présence très nombreuse, et c'est vraiment très précieux pour ce moment important. Je passe donc pour la première partie de ce webinaire la parole à Emeline Juillet de France Terre des Îles pour la première partie sur les grands éléments statistiques de notre rapport. Merci Fanelly, bonsoir à toutes et tous. Donc moi je vais tâcher de vous présenter de la manière la plus exhaustive possible en un temps relativement court les chiffres principaux et les principales tendances statistiques pour l'année 2025. Donc les éléments que je vais vous présenter ici concernent uniquement les CRA de l'Hexagone, puisque comme l'a précisé Paul, il y aura un focus sur l'outre-mer par la suite par les collègues de la CIMAD et de Solidarité Mayotte. Donc, en ce qui concerne les CRA de l'Hexagone, pour commencer sur le nombre total de personnes retenues en 2025. Donc, en 2025, on compte 16 467 personnes retenues dans les CRA de l'Hexagone. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à 2024. Mais cette hausse en fait est davantage liée à l'augmentation des places disponibles plutôt qu'à l'efficacité du dispositif de rétention. D'autant plus qu'un certain nombre de personnes ont pu faire l'objet de plusieurs placements successifs au cours de la même année. En effet, cette légère augmentation du nombre de personnes placées ne se traduit pas dans les faits par une hausse du nombre de personnes expulsées. Bien au contraire, je vais y revenir un petit peu plus en détail par la suite. Sur ces 16 467 personnes, une très large majorité sont des hommes, puisqu'on compte seulement 3,3% de femmes dans les centres de rétention en 2025.
En ce qui concerne la durée moyenne de rétention, donc comme l'a dit Fanelli, en 2025, la durée moyenne s'élève à 33,4 jours. Ce chiffre est en hausse constante chaque année. À titre de comparaison, en 2020, par exemple, les personnes restaient enfermées en moyenne 16,7 jours. Donc, cette tendance confirme notre constat de l'année précédente et donc en 5 années seulement, on observe que la durée moyenne de rétention a doublé. Cette hausse constante de la durée moyenne de rétention, comme le disait Fanelli également, a un impact très fort sur la santé physique et mentale des personnes retenues. Les juristes de nos associations qui interviennent dans les CRA au quotidien en font le constat. Les tensions, les gestes désespérés, les tentatives de suicide sont malheureusement monnaie courante dans les CRA et démontrent la détresse la détresse dans laquelle se trouvent les personnes retenues. Pour préciser ensuite, en termes de nationalité, les personnes principalement placées dans les centres de rétention sont les ressortissants des pays du Maghreb, donc dans la continuité des années précédentes, et en particulier les Algériens qui, en 2025, représentent à eux seuls plus de 30% des placements. On peut s'arrêter quelques instants sur ce chiffre, puisque au regard du contexte de forte tension diplomatique qui a perduré tout au long de l'année entre la France et l'Algérie, on peut interroger la poursuite des placements en rétention des Algériens, puisque l'enfermement en rétention n'est censé être légal que si de perspectives réelles de renvoi vers le pays d'origine existent. Or, pendant plusieurs mois en 2025, plus aucun laissez-passer n'était délivré par les autorités algériennes. Donc le laissez-passer qui est un document indispensable à l'administration pour pouvoir expulser une personne si elle n'a pas de passeport. Et donc, malgré l'absence de délivrance des laissez-passer, les préfectures continuaient à solliciter le maintien en rétention des personnes algériennes pour lesquelles il n'existait pourtant aucune perspective d'éloignement. Et donc, un grand nombre de ressortissants algériens ont donc passé 90 jours en CRA, donc la durée maximale de rétention autorisée, avant d'être finalement libérés. Et donc, ce contexte particulier des Algériens en 2025 explique en partie l'allongement de la durée moyenne de rétention évoquée juste avant. En termes de nationalité, toujours, donc les ressortissants roumains, géorgiens et albanais restent également particulièrement représentés dans les CRA, avec parfois des enfermements répétés ou des éloignements qui peuvent intervenir assez rapidement, mais des personnes qui peuvent aussi revenir parfois rapidement sur le territoire et faire l'objet de plusieurs placements successifs au cours d'une même année. Et enfin, on note toujours en 2025 le placement d'un certain nombre de ressortissants de pays dits à risque, donc dans lesquels les situations de conflit sont connues et documentées, comme par exemple l'Ukraine, le Soudan ou Haïti. Donc ces personnes sont placées pour des éloignements à destination de leur pays d'origine malgré les risques pour leur vie en cas de retour. Donc heureusement, ces personnes ressortent majoritairement libres. Souvent, un juge va finir par prononcer une libération, mais quelques renvois sont tout de même à noter cette année, notamment vers Haïti. En ce qui concerne ensuite les conditions d'interpellation des personnes placées en CRA, donc les personnes placées en CRA sont majoritairement suite à un contrôle de police à plus de 46%, donc dans la continuité des constats réalisés chaque année. On observe également, dans la continuité des années précédentes, la priorité donnée par le ministère de l'Intérieur au placement en rétention des personnes étrangères sortant de prison, puisque en 2025, elles représentent 29% des placements, malgré le fait que leur enfermement intervient souvent fréquemment en l'absence de perspective réelle d'éloignement, alors même que c'est censé être, comme je l'ai dit, une condition préalable au recours à la rétention. Enfin, pour terminer, en ce qui concerne l'issue de la rétention pour les personnes qui sont placées dans les CRA, donc comme on l'a dit, les différents éléments présentés jusqu'ici montrent que enfermer en CRA ne signifie pas nécessairement une expulsion.
puisque en 2025, le taux d'éloignement a diminué par rapport à 2024. En 2025, on est à 36% contre 39% en 2024, ce qui représente en fait un peu plus de 5000 personnes éloignées du territoire sur l'année 2025. À titre de comparaison, par exemple, en 2019, on était à plus de 11 000 personnes éloignées. Donc en fait, le nombre de personnes éloignées diminue. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans le discours médiatique majoritaire. Et cette année, plus de 17% des personnes sont restées enfermées pendant la durée maximale de rétention, donc pendant 90 jours. Ce chiffre était de seulement 2% il y a 2 ans. Donc on observe vraiment, ça traduit véritablement cet allongement de la durée moyenne de rétention. Quand bien même, ce qu'on démontre chaque année dans nos rapports, l'allongement de la rétention ne conduit pas à une expulsion puisque environ 85% des expulsions interviennent en fait dans les 45 premiers jours de la rétention et moins de 10% des éloignements intervient au-delà des 60 jours. Voilà, donc pour terminer, plus de 60% des personnes placées en rétention sont finalement libérées, soit par un juge, soit peuvent être assignées à résidence ou sont libérées à l'issue de la période maximale de rétention. Donc, pour conclure, on peut dire que ces chiffres traduisent véritablement l'incohérence et l'inefficacité du recours accru à l'enfermement qui ne permet pas d'aboutir à l'augmentation des éloignements souhaités par les autorités. Donc l'allongement de la rétention, comme on le dit depuis plusieurs années, ne conduit pas à davantage d'éloignement, mais ne fait qu'intensifier les tensions, la détresse psychologique qu'on observe dans l'ECRA au quotidien. Je vous remercie et donc je vais passer la parole à Mathilde Buffière pour le groupe SOS Solidarité qui va vous présenter un focus sur la question de la menace à l'ordre public dans l'ECRA. Merci beaucoup, Emeline. Je sais qu'on me voit et qu'on m'entend bien. Donc, en effet, je vais vous parler de la question de la menace pour l'ordre public. Bonjour à tout le monde. Ce n'est pas la première année que la question de la menace pour l'ordre public est au cœur de nos analyses et au cœur de notre rapport. Les années précédentes, on avait notamment souligné que la mobilisation de cette notion-là de menace pour l'ordre public dans le contexte de la rétention, qui est donc une mesure administrative qui n'a rien à voir avec le registre pénal, posait différentes problématiques et notamment était révélatrice d'une part du renforcement des amalgames qui sont faits entre les personnes étrangères et les questions de délinquance, et d'autre part la mobilisation de ce critère-là de plus en plus régulièrement pour justifier des décisions d'éloignement ou des décisions de placement en rétention, se heurte au fait qu'il n'existe dans les textes aucune définition claire de ce qu'est précisément, ce qu'on entend précisément par une menace pour l'ordre public, laissant donc à l'administration un large pouvoir d'appréciation et donc conduisant à une utilisation très large de cette notion-là, y compris dans des situations dans lesquelles c'est très questionnant. Par exemple, en l'absence de poursuites pénales pour les faits auxquels ce critère-là est rattaché, ou même en l'absence de condamnation. C'était un peu de tout ça que vous avez parlé précédemment sur l'encadrement de cette notion. Et donc, cette année, on a regardé un peu plus en détail les évolutions législatives récentes qui ont mis cette notion de menace pour l'ordre public au cœur de leurs principales mesures. Et puis, l'impact de cette notion-là et de son utilisation sur la vie des personnes concernées, leur santé, leur sécurité, etc. Et donc, c'est de ça que j'essaye de vous parler aujourd'hui. Concernant donc les évolutions législatives que j'évoquais juste à l'instant, je vais les présenter un peu plus en détail, mais déjà noter que leur mise à l'agenda au niveau politique est déjà justifiée publiquement par différents drames qui sont survenus à ces périodes-là, donc l'assassinat de Samuel Paty ou le meurtre de Philippine Lenoir de Carlin. Et donc les discours publics ont lié de manière très explicite la nécessité de ces lois à une réponse à des failles dans le dispositif migratoire qui auraient
conduit supposément à ces drames. Donc déjà, la question de la sécurité ou de l'ordre public est au cœur des justifications. Alors, premier texte récent dont on parle un petit peu plus en détail dans ce rapport, c'est la loi Darmanin de 2024, dont une des principales mesures a été de supprimer toute ou partie des protections contre l'éloignement ou l'expulsion qui existaient précédemment, donc notamment pour protéger de ces décisions-là des parents d'enfants français, des personnes qui vivaient en France depuis extrêmement longtemps, etc. Et un autre angle qui a été porté dans ce texte-là, c'est le fait de faire de la menace pour l'ordre public un critère autonome pour justifier le placement en rétention, la prolongation du maintien en rétention, indépendamment de la question notamment du risque que la personne prenne la fuite, qui était auparavant au cœur de ce dispositif-là de la rétention. Donc symboliquement, ce texte-là a consacré l'effacement de la frontière qui faisait la distinction en fait jusque-là entre un cadre pénal de sanctions pour des faits et la mobilisation d'une mesure administrative qui est le placement en centre de rétention. Autre texte majeur de ces dernières années sur lequel on revient dans le cadre de ce rapport, c'est la loi portée en 2025 par M. Retailleau, dont la principale mesure, là aussi, était tournée vers les questions liées à la menace pour l'ordre public, c'est-à-dire l'allongement à 210 jours au lieu de 90 de la durée maximale de rétention pour certaines catégories de personnes qui représenteraient une menace pour l'ordre public. Il y a eu plein de rédactions différentes sur ce texte. Je passe les détails, mais en tout cas, il a été censuré, comme le disait Fanelli en introduction, par le Conseil constitutionnel. Pour autant, le sujet n'est pas mis de côté, puisqu'il est repris quasiment à l'identique par la proposition de loi Rodwell, qui est étudiée demain par le Sénat. Alors, qu'est-ce que ces textes-là, qui mettent la menace pour l'ordre public au cœur de leur dispositif, produisent en pratique? Plutôt que de vous faire une liste, j'ai essayé de mobiliser deux petits exemples qui me semblent assez parlants. L'exemple d'une personne qui a été placée à 6 reprises au centre de rétention depuis 2024. Pendant ces 6 placements, les autorités ont saisi différents pays pour essayer d'organiser son renvoi en l'absence de passeport. Donc le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Mali. Tout ce monde-là a été saisi, personne n'a délivré de laissez-passer. Et à chaque fois, la menace pour l'ordre public a été mobilisée pour justifier le maintien en rétention. La personne a été enfermée au total pendant plus de 270 jours en 2 ans, sans qu'aucun renvoi ne soit possible. Autre exemple, une personne qui a vécu l'intégralité de sa vie en France, où elle a aménagé avec ses parents bébé, alors qu'elle était bébé. Toute la famille réside en France. La personne a été en situation régulière pendant de nombreuses années. Elle a été incarcérée pendant quelques temps du fait de différents délits. Avant la loi Darmanin, elle aurait pu être protégée contre l'éloignement, mais en l'occurrence, cette personne s'est vue notifier un arrêté d'expulsion et a été expulsée en Turquie où elle n'avait jamais mis les pieds, à part quand elle avait quelques mois seulement. Voilà, c'est ce type de situation auquel nos collègues qui interviennent au quotidien dans les centres de rétention sont confrontés, qui placent en fait la menace pour l'ordre public au centre de l'analyse, sans prendre en compte l'ensemble des autres aspects des situations. Alors, il y a régulièrement des juridictions qui sanctionnent ces faits-là, en rappelant à l'administration notamment que le fait qu'elles aient un large pouvoir d'appréciation dans les situations ne l'exonère pas de respecter les conventions internationales, et notamment le droit à la vie privée et familiale. Les juridictions pour rappeler aussi que l'élargissement des critères permettant le placement en rétention n'exonère pas de tenir compte du fait que des perspectives d'éloignement doivent exister pour justifier un placement. Mais le problème avec ce dispositif-là, c'est que ce garde-fou que constituent les juridictions reste partiel, parce que les textes dont je parle ont aussi dans leur contenu des dispositions qui éloignent les personnes des juges ou qui restreignent le contrôle que peuvent faire les juridictions des décisions de l'administration. Par exemple, en reportant à 4 jours au lieu de 48 heures la première présentation devant le juge après un placement en rétention, ou par exemple en supprimant une des présentations devant le juge qui était auparavant prévue dans le cadre des prolongations successives du maintien. Donc les juridictions contrôlent moins souvent ou plus tardivement, et puis en plus de ça, comme on l'évoque
année après année, l'enjeu devant les juridictions est aussi la question de la charge de la preuve et de pouvoir, dans un contexte d'enfermement, dans un contexte d'urgence, attester de sa situation pour que les juridictions puissent jouer leur rôle. Voilà, tout ça pour dire que on assiste quotidiennement à des situations dans lesquelles les personnes vont être enfermées pendant des durées extrêmement longues, sous des prétextes liés à la question de la menace pour l'ordre public, qui au demeurant est difficile à caractériser parce que pas de définition très claire de ce que ça implique, et avec une mise en balance très partielle, disons à minima, avec les situations individuelles des personnes. Voilà, j'arrive à la fin. En plus, je pense que j'ai largement dépassé mon temps. Je vais juste dire un petit mot de conclusion. Peut-être attirer votre attention sur le fait que la menace pour l'ordre public, comme je le présente là, est vraiment au cœur des textes. Elle occupe une place centrale, mais pour autant, sous couvert de ces différents objectifs sécuritaires qui sont mis en avant au niveau médiatique notamment et par nos gouvernements, ce sont en réalité les droits des personnes étrangères dans leur ensemble qui sont attaqués, parce que tout le monde est concerné par la levée des protections contre les OQTF, tout le monde est concerné par les contrôles du juge amoindri, tout le monde est concerné par des décisions administratives de plus en plus stéréotypées, etc. Donc voilà, c'est un petit peu cet angle-là et cet enjeu très global qu'on s'attache à vous présenter aussi dans ce rapport. Et donc je m'arrête là et je vous laisserai le lire pour plus de précision. Eh ben, merci beaucoup Mathilde et merci à Fanelli et Emeline pour ces premières interventions. On va passer du coup à une première salve de questions. Je vous laisse, si vous voulez, les poser dans l'onglet qui est en bas de votre écran, QR, pour nous les adresser. Il y a déjà quelques questions, mais la première enfin, pouvez-vous développer les effets du placement en CRA sur la santé tant physique que mentale et les conséquences sociales, notamment pour la personne retenue, mais aussi pour la famille des personnes enfermées? Qui veut prendre? Je veux bien préciser un tout petit peu sur ce que j'avais commencé à évoquer, puis je laisserai les collègues compléter si besoin. Ce qu'on observe, c'est en ce qui concerne la santé physique et mentale des personnes, c'est que déjà on observe le placement en fait d'un grand nombre de personnes qui, avant même leur arrivée en CRA, présentent parfois des pathologies lourdes en termes de maladies ou de santé physique ou en termes de santé mentale. Donc déjà au moment de leur arrivée en CRA, en fait, ne seront pas pris en charge pour ces pathologies et leur enfermement ne va faire qu'aggraver les pathologies existantes et qui précédaient le placement. Et à côté de ça, on observe des personnes qui développent aussi une détérioration en fait de la santé mentale des personnes au fur et à mesure de la rétention liées à l'enfermement directement, où voilà les juristes qui voient les personnes plusieurs fois au fur et à mesure de leur rétention constatent une détérioration flagrante de leur état physique et psychique au fur et à mesure que la rétention s'allonge. Et je crois que la question mentionnait également, oui, les conséquences sociales pour la personne. Oui, ça peut être aussi une réalité sur la rétention se prolongeant, les personnes peuvent perdre le contact aussi avec leurs proches s'ils en ont sur le territoire. Et si un éloignement est finalement prononcé, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour la personne. Euh, voilà, je laisse les collègues compléter si besoin. Bah, peut-être oui, dire un mot en plus pour compléter sur le dernier point que tu viens d'aborder, Emeline, sur les conséquences sociales. C'est aussi quelque chose qu'on aborde un peu dans le rapport avec différents exemples. Un des enjeux, c'est le fait que les décisions de l'administration ne prennent pas en compte la réalité de la vie privée des personnes sur le territoire. Bien souvent, les décisions qui sont rendues sont très stéréotypées. Et donc, on va avoir des personnes qui, par exemple, vont être parents d'enfants isolés sur le territoire et du coup, les enfants se retrouvent seuls au moment du placement en rétention. On va avoir des personnes qui sont des proches aidants
et qui du coup laissent leurs proches vulnérables isolés également, etc. Voilà, donc là, j'évoque des situations dans lesquelles le placement en rétention crée vraiment une rupture dans la vie privée et familiale de la personne. On va avoir d'autres situations où simplement la personne en a une vie familiale très installée sur le territoire qui du coup s'interrompt, comme le disait Emeline. Mais voilà, là encore, tout l'enjeu est de pouvoir, étant donné que l'administration prend rarement en considération les déclarations des personnes sur ces thématiques-là, démontrer que l'enfermement a un impact et le faire dans des délais extrêmement courts de présentation devant les juridictions. Au-delà de la situation, il faut se poser la question aussi de savoir qu'est-ce que l'administration fait quand les personnes sont en rétention et qu'elles sont dans une situation de détresse ou ont des problèmes de santé. Ça aussi, c'est une question qui nous préoccupe. Il faut dire que très souvent, quand des personnes arrivent en rétention, tout le monde a la surprise de découvrir souvent leur situation de vulnérabilité pour ceux qui ont des pathologies. Donc, le travail fait en rétention, notamment par certains médecins qui vont jusqu'à faire des certificats d'incompatibilité, n'entraînent pas tout de suite ou automatiquement la libération de ces personnes. Donc l'administration continue à s'acharner simplement au motif de l'ordre public à garder ces personnes-là en rétention, ce qui a des conséquences extrêmement graves. Et ça peut entraîner aussi des actes de désespoir pour ces personnes-là. Donc au-delà de ces situations qu'on décrit dans les rapports, et vous pourrez faire le tour des parties cas par cas, on a des situations les uns les plus horribles, les uns les autres les plus horribles, et vous pourrez voir que au quotidien, au-delà de cette question, c'est la non-réaction de l'administration pour notamment libérer ces personnes-là quand il est prouvé, notamment par des certificats médicaux, que ces personnes sont vulnérables et ont besoin de notre traitement. Il arrive même que l'administration fait des contre-expertises sur des décisions des médecins pour continuer à garder les personnes. Cette question, elle est importante et jusqu'à présent, on constate que même pour des personnes il est dit très clairement qu'il y a un risque pour leur santé à cas de retour dans leur pays, l'administration continue à maintenir les personnes enfermées dans le but de les éloigner. C'est ça aussi la rétention, c'est des choses qu'on constate aussi au quotidien dans ces lieux. Très bien, merci. Peut-être une autre question sur la question de l'ordre public. Est-ce que depuis la loi Darmanin de 2024 et ensuite la circulaire Retailleau de 2025, est-ce qu'il se dessine une définition jurisprudentielle de cette notion de menace pour l'ordre public? Et en tout cas, comment elle est justifiée auprès tant de l'administration que des juridictions? C'est une des problématiques, je pense, à laquelle les personnes enfermées en CRA font face, tout comme à l'extérieur, je pense, sur la menace pour l'ordre public. C'est ce flou autour de cette notion qui n'est pas définie, qui n'est pas encadrée, comme l'a présenté Mathilde, et qui est laissée pardon, à la libre interprétation des préfectures. Du ministère et des juridictions. Voilà, on a quand même un rôle des juridictions qui est parfois aussi un peu compliqué vis-à-vis des droits des personnes étrangères et de la reconnaissance de la situation personnelle individuelle de la personne enfermée en CRA face à cette notion de menace à l'ordre public, pour l'ordre public qui est brandie pour pouvoir réprimer les personnes étrangères, les enfermer et les expulser. Autre question, plutôt peut-être sur les chiffres. Une interrogation sur comment on explique le nombre si faible, entre guillemets, il est bien trop important, de femmes enfermées en rétention. Qu'est-ce qui sous-tend ce chiffre-là par rapport au nombre d'hommes enfermés? Là-dessus, en fait, depuis déjà de nombreuses années, les places femmes dans les centres de rétention sont minoritaires. En fait, les femmes sont enfermées seulement dans des CRA où il y a des zones femmes spécifiques. Et au fur et à mesure des années, et spécifiquement sur l'année 2025, on a observé la fermeture de plusieurs zones femmes dans certains CRA. Notamment, on peut prendre l'exemple du CRA du Mesnil-Amelot,
où en fait depuis 2024 et les Jeux Olympiques, la zone femme qui existait a été transformée en zone homme pour placer davantage d'hommes du coup en rétention. Et donc par exemple donc en Île-de-France aujourd'hui, il n'existe plus aucune zone femme dans les CRA. Les deux zones femmes qui restent actuellement sont au CRA de Ouassel et au CRA de Metz, dans les CRA de l'Hexagone en tout cas. Et, enfin, oui, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que voilà, dans les CRA de l'Hexagone, il ne reste que Ouassel et Metz comme zone femme, donc ce qui explique le très faible pourcentage de femmes placées dans les CRA. Autre question chiffre, est-ce qu'on a des informations sur les placements locaux de rétention administrative et notamment les expulsions depuis les locaux, mais peut-être plus globalement aussi le nombre de placements? Peut-être me lancer sur cette question. La réponse, je pense, va être assez rapide. On n'a aucune visibilité sur ces chiffres-là. Sur les locaux de rétention, on sollicite généralement ces chiffres auprès du ministère chaque année, mais on ne les obtiendra pas. Et en fait, du coup, il y a pas du tout de, il y a pas du tout de données, en tout cas publiques à notre connaissance, sur l'utilisation des locaux de rétention administrative. Nouvelle question chiffre encore. Est-ce que vous pourriez donner des informations, quelques informations sur les nouveaux CRA? C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler d'augmentation du nombre de places de rétention, etc. Peut-être une information sur où est-ce qu'on en est? Alors, il y a eu des CRA qui ont ouvert récemment, Olivet, Lyon, même si ça fait quelques années. Il y a d'autres CRA qui doivent ouvrir, qui sont en projet. Mérignac prochainement, Dunkerque. Il y a des CRA vraiment qui restent là à l'état de projet, comme Dijon, Béziers, Nantes. Voilà, il y a certaines mobilisations, questions, contentieux autour de ces projets et ces constructions de nouveaux CRA. Et ce qu'il faut quand même noter, au-delà de ces nouveaux CRA, c'est l'évolution aussi de l'organisation et du fonctionnement au sein des centres de rétention, que ce soit dans les nouveaux CRA ou dans des CRA déjà existants, où l'organisation est modifiée petit à petit pour être vraiment dans un système répressif et d'enfermement au sein de l'enfermement. Les personnes sont de plus en plus enfermées dans des secteurs, ne peuvent sortir de ces secteurs que un certain temps, par exemple 1 heure par jour. L'accès au service médical, à l'association, à l'administration du CRA est très compliqué et se fait via la police aux frontières. Donc un accès aux droits limité et un accès aux soins également. Je pense que c'est ça qui est important à retenir, c'est qu'au-delà du nombre de CRA et du nombre de places qui augmentent, c'est vraiment le fonctionnement et la répression qui existe dans ces lieux contre les personnes étrangères. Une question aussi, c'est savoir si toutes les places dans les centres de rétention sont remplies. Et surtout, la question, est-ce qu'il existe la même question de surpopulation qu'on peut connaître dans les centres de détention? Alors, a priori, les places dans les centres de rétention sont globalement quasiment toujours occupées, sauf période de travaux, par exemple, où de temps en temps, il y a certaines places qui sont neutralisées et du coup, et du coup le centre de rétention n'est pas à sa pleine capacité. En revanche, les questions de surpopulation par rapport au nombre de places, a priori, ne se posent pas en rétention. Peut-être une autre question. Enfin, il y a beaucoup de questions qui concernent Mayotte. On les traitera peut-être un peu plus tard quand on aura parlé des questions outre-mer. Mais quid de l'enfermement d'enfants dans les centres de rétention de l'Hexagone? Dans l'Hexagone, donc depuis la loi de janvier 2024, l'enfermement des enfants est interdit. Donc il n'y a plus de zone qui accueille, enfin qui était censée accueillir des familles dans les CRA de l'Hexagone. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même encore l'enfermement de personnes qui se déclarent mineures, que l'administration va considérer comme majeures pour justifier le placement en rétention.
alors que pour autant, un certain nombre d'entre elles sont mineures et arrivent. La difficulté souvent pour elles est de le prouver une fois leur arrivée au centre de rétention. Mais on observe une quarantaine de personnes placées en rétention dans les CRA de l'Hexagone qui étaient mineures, mais qui ont été considérées comme majeures par l'administration. Une question aussi avec un petit focus sur les personnes de nationalité algérienne. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question, sur cette problématique qu'on entend beaucoup parler dans les médias, de l'expulsion ou non des personnes algériennes et de cette brouille diplomatique et des conséquences du coup pour les personnes enfermées? Il y a effectivement la situation des personnes algériennes, donc qui sont les personnes les plus représentées en termes de nationalité dans les centres de rétention de l'Hexagone sur l'année 2025, et qui ne sont pas ou très peu expulsées. Il y a eu très peu d'expulsions vers l'Algérie en raison des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sur l'année 2025. Mais ceci dit, cette situation illustre bien le fait que les personnes sont enfermées actuellement en centre de rétention sans perspective d'éloignement et sans pouvoir être expulsées du territoire français. Donc la rétention est détournée de sa finalité première. Et la situation des Algériens et des Algériennes placées en CRA est intéressante de ce point de vue-là, puisqu'en fait, les personnes restent enfermées assez longtemps pour des durées longues, alors que l'administration, les préfectures savent très bien qu'elles ne pourront pas les expulser. Donc, c'est très révélateur de ce qu'on souhaite dénoncer, notamment à travers la menace pour l'ordre public, etc., sur le fait que les personnes sont enfermées, mises à l'écart, sans raison justifiée et sans fondement, en tout cas pour la rétention administrative. Une question aussi de ce qu'on appelle la réitération des placements, c'est-à-dire peut-être une personne qui est placée encore et encore en centre de rétention. Est-ce qu'il y a des limites à cet enfermement à répétition ou est-ce que les personnes peuvent subir l'enfermement encore et encore? Alors, pardon, si tu veux, si Vas-y, tu veux y Mathilde, aller, vas-y. Hassan. Je vais, Vas-y. ok. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, des personnes qui sont enfermées à de nombreuses reprises au centre de rétention. Je crois que c'est quelque chose qu'a évoqué Emeline et que j'ai repris aussi dans mon intervention. Le Conseil constitutionnel s'était prononcé pour demander aux législateurs d'encadrer cette pratique-là, parce que pour l'instant, aucun texte ne le prévoit. Et dans l'attente, il avait laissé aux juridictions le pouvoir d'apprécier si les placements étaient proportionnés au fur et à mesure de leur réitération. Dans les discussions sur la proposition de loi Rodwell qui est en cours d'examen, le fait d'encadrer cette pratique-là a été proposé et a priori a été pour l'instant supprimé du texte tel que voté par l'Assemblée nationale pour le moment. Quand bien même par cette démarche-là, le législateur proposait un cadrage avec un nombre de placements limité et un nombre de jours total d'enfermement limité, les limites fixées restaient extrêmement élevées, d'autant plus quand on les met en perspective avec l'évolution du nombre d'éloignements par rapport au temps passé en rétention. C'est quelque chose qu'on démontre chaque année avec les chiffres qui sont produits par nos associations, qui montrent que les éloignements sont la plupart du temps réalisés dans les premiers jours ou les premières semaines d'enfermement, et que le fait que la durée d'enfermement s'allonge ne permet souvent pas d'éloigner davantage. Et donc, des limites fixées à plusieurs centaines de jours d'enfermement, à 4-5 placements en rétention successifs, sont quand même des limites extrêmement disproportionnées par rapport à la réalité des expulsions, quand on regarde les chiffres et la manière dont ça s'organise. Je te laisse compléter à ça. L'évolution qui a été constatée, c'est que quand même le législateur, en tout cas, a permis aujourd'hui d'éviter le placement sur une même mesure à plus de 90 jours. Sauf que les préfectures contournent la mesure en prenant de nouveaux placements fondés sur les mêmes motifs.
Donc, c'est un constat aussi que nous observons aujourd'hui, qui contribue à placer encore un peu plus souvent les personnes en rétention. On disait tout à l'heure en début de ce webinaire que le chiffre global comprend aussi la réitération de placement de plusieurs personnes qui font jusqu'à 4, 5, 6 placements sur la même mesure. Et donc, aujourd'hui, la préfecture revient avec de nouvelles mesures pour les placer encore. Eh bien, merci à toutes et tous pour vos réponses et merci à toutes et tous pour vos questions. Il y en a encore plein en suspens. On va essayer de les prendre potentiellement à la deuxième salve de questions, mais tout de suite, on va passer au focus sur la situation dans les Outre-mer. Et donc, je vais passer la parole à Pauline Rai, qui est responsable des équipes qui interviennent en rétention en Guyane, Guadeloupe et à La Réunion pour la CIMAD. Merci. Bonjour à tous. En 2025, 27 586 personnes ont été enfermées dans les 4 CRA ultramarins, soit près de 63% du nombre total de personnes placées en rétention sur l'ensemble du territoire. Le CRA de Mayotte concentre plus de la moitié du nombre total de ces enfermements, avec toujours l'enfermement d'enfants, malgré les condamnations de la CEDH. Cette année encore, les centres de rétention d'outre-mer se distinguent de l'Hexagone par des taux d'éloignement élevés. Alors que dans l'Hexagone, le taux d'éloignement moyen est de 36,1%, en baisse par rapport aux années précédentes, il est largement supérieur dans les territoires ultramarins, atteignant plus de 68% depuis le CRA de Guyane, plus de 70% depuis le CRA de Guadeloupe, près de 80% depuis le CRA de Mayotte et plus de 81% depuis le CRA de La Réunion. Cela démontre l'obstination des autorités à lutter contre une immigration présentée comme cause de tous les maux dans ces territoires, pourtant délaissés depuis de nombreuses années par les gouvernements successifs. Ces taux d'éloignement très élevés peuvent notamment s'expliquer d'une part par le cadre légal dérogatoire applicable, sauf à La Réunion, qui est bien moins protecteur que dans l'Hexagone et qui permet des procédures particulièrement expéditives et entraîne des expulsions rapides sans contrôle juridictionnel. D'autre part, cela peut aussi s'expliquer par des éloignements majoritairement vers les pays frontaliers, Brésil, Suriname, ou proches, tels les Comores, Madagascar ou la Dominique, bien souvent plus faciles et donc plus rapides à organiser par la police. Il ne faut pas non plus omettre les nombreuses personnes qui préfèrent être expulsées plutôt que d'exercer les recours qui leur sont ouverts, afin d'éviter de rester enfermées trop longtemps dans les CRA, où les conditions de rétention sont de plus en plus dégradées et ressemblent de plus en plus à des prisons. Par contre, la durée d'enfermement a majoritairement augmenté. Elle est de 9,6 jours en Guadeloupe pour l'année 2025, 6 jours en Guyane et 9,1 jours à La Réunion. Mais elle reste très inférieure à la moyenne de l'Hexagone, qui est, comme on a pu le dire, de 33,4 jours. Au quotidien, cela entraîne de trop nombreuses atteintes aux droits que je vais vous présenter de manière non exhaustive pour les CRA de Guyane, de Guadeloupe et de La Réunion, avant de laisser la parole au représentant de Solidarité Mayotte qui vous expliquera la situation au CRA de Mayotte. Donc, dans un premier temps, nous avons souhaité dénoncer les trop nombreuses expulsions illégales qui ont eu lieu au cours de l'année 2025. Ces expulsions illégales ont majoritairement concerné des situations dans lesquelles les personnes ont été expulsées alors qu'elles avaient déposé un recours devant le tribunal administratif et étaient en attente de la décision du juge. En effet, en raison du régime dérogatoire qui s'applique sur certains territoires ultramarins, notamment en Guadeloupe et en Guyane, le seul recours juridictionnel qui suspend l'expulsion des personnes ayant saisi le juge administratif est le référé-liberté. Il n'existe pas, comme dans le régime de droit commun, une suspension automatique de l'expulsion durant les 48 premières heures suivant la notification de la décision administrative. Au cours de l'année 2025, ce sont pas moins de 8 personnes qui ont été expulsées vers la Dominique, Haïti et le Suriname, parfois en quelques heures après leur enfermement, et alors qu'elles avaient saisi le juge administratif et étaient en attente d'une décision. Les atteintes au droit d'asile ont également été nombreuses. Plusieurs personnes ayant manifesté leur volonté de solliciter l'asile en amont de leur placement en rétention ont pourtant été enfermées et n'ont eu d'autre choix de déposer leur demande d'asile en CRA, alors que la procédure y est bien plus expéditive et bien moins protectrice qu'à l'extérieur. D'autres personnes ont été placées en rétention alors qu'elles avaient déjà débuté des démarches d'asile
et étaient par exemple en attente de leur rendez-vous auprès du GUDA ou de leur recours devant la CNDA. Une a été placée en rétention alors même qu'elle avait obtenu la protection subsidiaire. Enfin, la sollicitation même de l'asile en rétention paraît de plus en plus compliquée et les irrégularités dans la procédure sont très fréquentes. Cette année encore, les difficultés d'accès aux soins dans les CRA de Guyane et de Guadeloupe, ainsi qu'à La Réunion, sont à relever. L'accompagnement médical y fait défaut, alors que toujours plus de personnes souffrant de pathologies chroniques et de troubles psychologiques y ont été enfermées. Cela s'est caractérisé par une absence d'unité médicale ou une insuffisance de sa présence, par des difficultés d'accès aux soins, par des difficultés à saisir le médecin de l'OFI, sans compter l'absence chronique de psychologues en rétention. Au CRA de La Réunion, par exemple, il n'est pas rare que les agents de police pallient les carences de l'UMCRA en distribuant les médicaments aux personnes retenues, dépassant leur champ de compétences et entraînant un risque élevé de non-respect du secret médical, ainsi qu'un risque de préjudice dans l'accompagnement et le suivi médical quotidien des personnes. Enfin, comme nous le dénoncions déjà les années précédentes, l'enfermement des personnes haïtiennes s'est poursuivi en dépit de la situation de violence généralisée qui perdure. Mais pire, depuis juin 2025 et la réouverture des liaisons aériennes via l'aéroport de Cap-Haïtien, région considérée comme sûre par les préfectures, les éloignements vers Haïti ont repris. Durant les premiers mois, les juridictions nationales comme la CEDH ont cessé de suspendre systématiquement les expulsions et il a fallu attendre septembre 2025 pour voir à nouveau les juridictions de Guyane comme de Guadeloupe suspendre quasi systématiquement ces décisions d'éloignement vers Haïti. Quasi systématiquement, puisqu'au cours de l'année, 14 personnes ont été éloignées vers Haïti, certaines en provenance de l'Hexagone, depuis les CRA de Guyane et de Guadeloupe. Le CRA de Guadeloupe servant de plus en plus de CRA de transfert pour les personnes éloignées depuis les CRA de l'Hexagone et expulsées vers Haïti. Il s'agit principalement de personnes qualifiées de menaces pour l'ordre public par les préfectures, avec validation des juridictions, qui refusent de les libérer en raison de leur passé pénal et au détriment des risques qu'elles encourent lors de leur expulsion vers Haïti. Je vous remercie de votre écoute et je transmets la parole à Eddy Malouli de Solidarité Mayotte. Bonjour à tous, merci de m'avoir passé la parole, Pauline Ray. Alors, du coup, pour me présenter, je travaille comme juriste au CRA de Mayotte pour l'association Solidarité Mayotte. Donc, je vais vous faire un focus sur la rétention sur le territoire de Mayotte, qui est assez spécifique. Déjà, au niveau des chiffres, on est sur des chiffres qui sont extravagants, qui sont assez loin des chiffres qu'on a en métropole, comme ça a été spécifié, avec plus de 16 000 placements. En l'occurrence, à Mayotte, là, on est sur plus de 26 520 personnes qui ont été placées en rétention. Et sur ces 26 000 personnes, on est quand même avec plus de 3 000 mineurs. Et avec un chiffre, comme Pauline Ray l'a spécifié, le taux d'éloignement au CRA de Mayotte est de 90%, ce qui représente environ 21 000 éloignements. Donc, notre association, elle a pu s'entretenir avec plus de 3 000 personnes sur ces 26 000 personnes placées en rétention. Alors, il faut savoir que l'éloignement depuis le CRA de Mayotte, il est effectué tous les jours, tous les matins vers les Comores. Et les personnes de nationalité comorienne, c'est la majorité des personnes qui sont placées en rétention sur ce CRA-là. Donc, je vais quand même évoquer juste une petite spécificité sur les personnes qui ont été placées en rétention et qui souhaitaient demander l'asile. On a effectué un peu moins de demandes d'asile sur cette année comparée à l'année précédente. Bon, la majorité des personnes qui souhaitaient demander l'asile à Mayotte, ce sont des personnes qui viennent de République démocratique du Congo, du fait du conflit qui s'avère depuis plusieurs années maintenant.
la pratique de la préfecture, c'était de les placer en rétention, sauf que du coup, depuis plusieurs mois, on constate que les personnes ne sont pas, leur rétention n'est pas prolongée au sein du CRA de Mayotte parce qu'il y a une absence de perspective d'éloignement du fait du conflit, ce qui laisse la place à plus d'interpellations et plus de placements pour les autres nationalités. Je vais évoquer aussi, il y a une partie des chiffres de l'association Mlésine Maoré, parce que du coup, au CRA de Mayotte, il y avait, avant le 1er mai, il y avait 2 associations qui intervenaient, donc l'association Solidarité Mayotte et l'association Mlésine Maoré. Et Mlésine Maoré du groupe SOS. Et du coup, depuis le 1er mai, les salariés, les juristes de Solidarité Mayotte sont mis à disposition de l'association Mlésine Maoré, donc c'est une petite parenthèse dans ce discours. Je suis d'ailleurs accompagné avec la directrice adjointe, Madame Lydia Trompa, de Mlésine Maoré. Donc sur leur activité au CRA, Mlésine Maoré, ils s'entretiennent avec les personnes qui ont des enfants français, les parents d'enfants français, les parents d'enfants malades et les mineurs. Donc sur leurs chiffres, ils se sont entretenus avec 2300 personnes, dont 178 mineurs qui sont déclarés majeurs sur leur OQTF. Donc, j'avais vu une question sur, ça parlait des mineurs, c'était sur la question-réponse. Donc, pour le coup, sur le territoire de Mayotte, il faut savoir que les contrôles d'identité, ils sont généralisés sur tous les territoires, ils sont légaux, ils sont possibles sur tous les territoires. Il n'y a pas besoin d'une réquisition du procureur pour autoriser ces contrôles quelque part. Du coup, c'est des contrôles massifs. Du coup, il peut y avoir toutes sortes de profils de personnes qui se retrouvent placées au CRA, dont des mineurs qui, au moment du contrôle d'identité, n'ont pas forcément de documents avec eux. Ça peut être un extrait de naissance ou un certificat de scolarité ou autre qui fait qu'ils puissent justifier de leur minorité lors de l'interpellation. Donc c'est souvent à la charge, enfin c'est le travail de l'association à ce moment-là de pouvoir justifier, de pouvoir regrouper ces preuves que le jeune est bien un mineur. À côté des mineurs, dans ces contrôles massifs, il y a aussi des ressortissants français. Donc ça arrive beaucoup qu'il y ait des ressortissants français qui soient placés en rétention, et même éloignés d'ailleurs. On a souvent constaté, il y a eu des profils de personnes, des ressortissants français qui ont des troubles mentaux. Et du coup, ils n'ont pas forcément leurs documents d'identité avec eux pour justifier de leur nationalité française lors de l'interpellation. Et là, ça arrive qu'il y ait un gros travail au niveau associatif pour justifier de cette nationalité française, avec le travail d'autres associations, que ce soit des médecins ou des psys, au niveau du centre médico-psy sur Mayotte, on a des liens et c'est souvent eux, des fois, ou la famille qui nous dit cette personne de nationalité française a été éloignée ou elle se retrouve au CRA et du coup, on est là pour essayer de justifier cette nationalité française. À côté des personnes de nationalité française, il y avait, on a aussi des personnes, des bénéficiaires d'une protection internationale qui se retrouvent aussi placés au CRA alors qu'ils ont cette protection qui est justifiée au moyen d'un récépissé ou d'une décision de l'OFPRA. À côté de ces chiffres, du coup, il fallait qu'on parle surtout parce que l'année 2025 à Mayotte, elle a été marquée. Donc, il y avait cette loi qui a été évoquée en première partie sur la menace à l'ordre public qui a été instaurée. Au même moment, en parallèle, en Mayotte, il y a eu cette loi du 11 août 2025 qui s'intitule Programmation pour la refondation de Mayotte. Donc, elle est intervenue, cette loi, il y a eu le cyclone de Chido, c'était fin 2024, début 2025 aussi, il y a eu un autre cyclone qui est intervenu, qui avait eu un peu moins d'impact sur le territoire, dès qu'il est dit. Mais c'était surtout le cyclone Chido qui a fait des ravages sur tout le territoire. Il y a eu des bangas qui étaient détruits. Donc, pour rappel, les bangas, c'est des habitats
de fortune, c'est ça, des épisodes de fortune qui sont en tôle avec des poutres, c'est juste de la tôle et des poutres. Ils sont parfois en hauteur. Donc entre parenthèses, du coup, tous ces hangars ont été détruits par ce cyclone. Cette loi, elle est intervenue pour essayer d'intervenir en urgence et sur la construction du territoire. Et en parallèle, bon, elle a plusieurs volets. Elle a plusieurs volets, cette loi. Il y a aussi un volet qui s'intitule Lutte contre l'immigration. Donc, ils ont profité un peu avec cette loi pour instaurer des restrictions au niveau de l'accès au séjour. Et c'est là où ça a eu un gros impact sur notre travail au CRA. C'est que pour les personnes qui ont des enfants français, les parents d'enfants français, il y avait cette dispense de visa qui était écrite dans le CESEDA, le Code de l'entrée et séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Sauf que cette dispense de visa long séjour, elle a été supprimée. Du coup, pour un parent d'enfant français qui veut accéder à un droit au séjour, il doit avoir ce visa long séjour, qui fait que depuis l'entrée en vigueur de cette loi en août 2025, ils doivent justifier de ce visa. Nous, dans notre pratique au CRA, on a ressenti les conséquences de cette loi autour de octobre 2025, où lorsqu'un parent d'enfant français a été placé au CRA, et qu'on demandait à la préfecture un retrait de son OQTF, de son obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il a un enfant français. À ce moment-là, la préfecture commençait à nous demander le visa long séjour, la personne ne l'a pas, ce qui n'était pas demandé avant, sauf que la majorité des personnes sont venues irrégulièrement à Mayotte. Ils n'ont pas ce visa long séjour, ce qui fait qu'on a vu une hausse des éloignements autour de cette période des personnes qui ont un enfant français. Et il y a eu un impact à ricochet, si je puis dire, qui fait que le parent a été éloigné, l'enfant, il pouvait être toujours sur les territoires avec ou sans parents. Et à ce moment-là, dans le travail des associations, l'enfant qui se retrouvait seul, il y a eu un accompagnement, il y a des signalements, des informations préoccupantes qui sont faits de la part de l'association Mézi Maoré qui travaille au CRA. Il y a eu une augmentation de ces IP du coup. Et derrière, des placements à l'aide sociale à l'enfance. Donc déjà que l'aide sociale à l'enfance, ils sont assez saturés. Là, il y a eu une grosse saturation encore plus au niveau des capacités de l'ASE. Et c'est un peu, en fait, cette loi, elle a eu un gros impact sur ça. Et pour ces personnes qui ont des enfants français, il y en a très peu qui ont des visas. Soit ils avaient une demande de titre de séjour en cours avant l'entrée en vigueur de cette loi et on pouvait essayer d'évoquer cela pour éviter qu'ils soient éloignés. Soit ils avaient déjà un titre de séjour qui est expiré avant l'entrée en vigueur de cette loi. Soit les parents d'enfants français, ils étaient nés à Mayotte. À ce moment-là, on pouvait justifier que voilà, ils sont restés à Mayotte, ces personnes, et ils n'avaient pas à être éloignés. Je sais pas, il me reste combien de temps ? Ouais, alors il me reste 1 minute. Parce que cette loi, elle a eu un gros impact sur notre travail, donc il fallait quand même l'évoquer. C'était important pour cette année. Il fallait quand même parler, parce qu'on a parlé des interpellations des mineurs. Bon, en l'occurrence, j'ai évoqué une petite parenthèse déjà. Les mineurs, il y en a beaucoup qui arrivent ici, qui sont sans documents. Ça nous arrive du coup à ce moment-là, soit on a les documents à temps pour justifier de sa minorité, la préfecture accepte de les libérer, de retirer leur OQTF. Soit on a affaire à des recours contentieux, et à ce moment-là, comme Pauline Ray l'a évoqué, donc c'est pareil que les autres départements d'outre-mer. À Mayotte, on a le référé liberté pour suspendre l'éloignement. Donc, soit au référé liberté ou au tribunal administratif, le tribunal constate que le jeune est bien mineur, soit le juge des libertés constate que du coup, il est bien mineur et il y a une libération qui est faite. Et l'autre particularité de Mayotte, bon, c'est une grosse particularité aussi, c'est les rattachements arbitraires. Donc, qu'est-ce qu'un rattachement arbitraire? En gros, c'est lorsque un adulte est notifié d'une OQTF, il est placé au CRA,
et il est accompagné d'un mineur. Donc, c'est souvent sur des arrestations maritimes. Donc, il y a des arrestations maritimes qui sont interceptées par la PAF. Ils sont ensuite placés au CRA. Donc, il y a un adulte et le mineur. Il n'y a aucune filiation entre les deux. Donc, ça nous arrive là, à ce moment-là, d'avoir un gros travail sur justifier qu'il y a ce rattachement arbitraire qui a été fait de la part de l'administration pour demander la libération de ces personnes. Ça nous est arrivé aussi, là c'est encore un peu plus grave, qu'il y avait une personne qui était interpellée lors d'une arrivée en mer, un adulte, et à côté il y a eu une interpellation d'un mineur sur le territoire. Et ils ont rattaché ce mineur interpellé sur le territoire avec cet adulte interpellé en mer, placé en CRA tous les deux, alors que du coup, ils avaient vraiment aucun lien en plus, et c'était deux interpellations vraiment différentes, que ce soit arrivée en mer et terrestre, quoi. Donc là, c'était encore d'autant plus grave sur ces rattachements arbitraires. J'aimerais évoquer juste une dernière parenthèse avant de laisser la parole aux intervenants de l'OIP, l'Observation internationale des prisons, sur, sur le fait qu'il y a des parents qui sont placés au CRA avec leurs enfants français. On a évoqué sur les placements au CRA en métropole. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a des zones de placement pour les familles et des zones de placement pour les femmes aussi. Et du coup, du fait de cette zone de placement en famille qui est encore légale à Mayotte jusqu'en 2028, ça a été prolongé récemment. Il y a aussi un LRA qui est en cours de construction juste à côté, à 48 places supplémentaires. Ce placement de parents d'enfants français avec leurs enfants français avec eux, ça a été problématique parce que il y a cet enfant français qui ne devrait pas être éloigné aux Comores, par exemple, du fait de sa nationalité française. Donc, en théorie, normalement, la famille doit être libérée du fait de cette nationalité française de l'enfant. Sauf qu'il est arrivé que les parents soient séparés de leur enfant, ou ça a été problématique. Et dans ces cas-là, c'est vraiment du cas par cas depuis l'entrée en vigueur de cette loi du 11 août 2025. Avec les relations qu'on a avec la préfecture, avec l'association Amélie Maoré, on va regarder selon la situation familiale. La décision sera toujours dans l'intérêt de l'enfant, au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant. Si c'est un nourrisson, il ne faudrait pas qu'il soit séparé de la mère. Ce serait ce genre d'analyse au niveau de la situation familiale. Donc je vais conclure parce que j'ai un peu débordé, je suis désolé. Donc du coup, voilà, c'est surtout cette loi de 11 août 2025 qui a instauré, qui a codifié ça dans les CESEDA. Ça a eu un impact, du coup, un gros impact sur notre travail, sur l'accompagnement, sur les pratiques avec la préfecture. Il y a eu des réunions qui sont faites avec la préfecture sur ce point-là. Et sur le placement derrière de ces enfants, donc le cas des mineurs, ça a toujours été une problématique à Mayotte et ça continue de l'être en tout cas. Voilà. Donc, je vais passer la parole aux salariés de l'OIP. Merci. Oui, bonjour. Merci. Et du coup, voilà, je laisse la parole à Julien Fischmeister, qui est chargé d'analyse et de plaidoyer pour l'Observatoire international des prisons, section française. À vous, Julien. Eh ben merci Paul pour cette introduction et merci à toutes et tous d'être présents. Merci aussi pour ces différentes interventions toutes plus passionnantes les unes que les autres. Alors nous, on va faire une intervention à deux voix, donc avec l'OIP, donc la section française de l'Observatoire international des prisons, pour un contexte un peu plus politique, peut-être de la question de l'ordre public et de manière un peu plus large de la manière dont l'État, les autorités, du coup, utilisent un arsenal répressif toujours plus répressif pour expulser les personnes étrangères qui sont suspectées d'avoir commis des infractions, etc. On va essayer de baliser un petit peu tout ça. Et puis je passerai la parole ensuite à Alexandra Marek, qui est juriste au sein du point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes pour l'association Droit d'urgence. Et je la laisserai se présenter à ce moment.
Donc une intervention sur l'ordre public, je le disais de manière un peu plus large, hein, sur voilà, les différents outillages juridiques que ces dernières années ont vu largement débridés, donc pour expulser de manière assez massive, disons, les personnes étrangères ayant eu affaire à la justice pénale, qu'elles soient détenues ou pas. En l'occurrence, détenues, on va focaliser un peu le propos sur les personnes détenues, euh, parce que point de vue OIP, et puis Alexandra travaille aussi en établissement pénitentiaire. Je dis aussi, l'OIP n'y travaille pas. En réalité, on travaille sur l'univers carcéral, mais depuis l'extérieur. Alors, quelques éléments de contexte peut-être statistiques. Donc, les étrangers en détention, c'est 25% de la population détenue de manière assez constante ces dernières années, avec quelques fluctuations historiques, mais depuis quelques années, on est assez stable. Donc c'est une surreprésentation qui est la conséquence d'abord disons, d'une justice pénale globalement plus sévère à l'encontre des étrangers, au stade du présententiel, donc avec un recours plus systématique, plus massif, disons, à la détention provisoire, à la procédure de comparution immédiate, aussi en matière sententielle, donc des peines souvent qu'on constate, enfin, que la statistique en tout cas relève comme souvent plus longues, ou en tout cas un recours plus fréquent à l'emprisonnement. Au niveau du post-sententiel aussi, c'est-à-dire de l'exécution de la peine concrètement, un accès aux aménagements de peine qui sont plus restreints, ce qui, à l'arrivée, aboutit à une surreprésentation assez claire hein, des étrangers en détention, en prison, donc à peu près à hauteur de 25% contre 8-9% dans le reste de la population française. On a ces dernières années un ciblage des étrangers détenus, donc plus largement des étrangers ayant eu affaire à la justice pénale dans les politiques d'expulsion je pense, qui apparaît sans grande difficulté dans les différents exposés qui ont été faits avant moi, donc avec à peu près 30% d'étrangers sortant de prison dans les centres de rétention. Il faut avoir aussi le nombre d'étrangers frappés d'une OQTF ordre public, au-delà des personnes simplement détenues. Je pense que c'est certainement encore davantage. Donc un ciblage politique assez clair, un ciblage politique qui date pas d'hier, mais qui quand même a pris une certaine puissance, disons, une certaine vigueur depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017. Il confie en 2017 le soin à son Premier ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de s'atteler concrètement à cette question. Et le dit Gérard Collomb prend une première circulaire en 2017 à laquelle suivra bien d'autres, une dizaine environ sur 10 ans, en moyenne une par an, visant à peu près toute la même chose, à savoir deux choses. Pour le premier objectif, c'est de mobiliser donc des circulaires qui se destinent au préfet, hein, c'est circulaire du ministre de l'Intérieur qui se destine au préfet. Donc le premier objectif, c'est vraiment de mobiliser le plus possible la notion de menace à l'ordre public à l'encontre des étrangers, donc sortant de prison, considérés comme dangereux, auteur de troubles à l'ordre public. Une autre circulaire parle de troubles à l'ordre public ou susceptibles de représenter un trouble à l'ordre public. Il y a une sorte vraiment d'amalgame énorme qui est faite sans aucune considération et de la situation de l'étranger et de la gravité, entre guillemets, de l'acte commis qui aurait pu conduire à une condamnation ou à un placement en garde à vue. On a vu aussi à plusieurs reprises, et c'est encore très fréquent, des obligations de quitter le territoire français notifiées à des personnes qui n'ont commis aucune infraction, qui ont simplement été placées en garde à vue pour une suspicion d'infraction. Comme par exemple en 2024, à l'occasion des JO, il y a tout un travail d'épuration un peu de l'espace public pour vider Paris de sa marginalité, et donc des OQTF ordre public qui sont notifiés massivement, par exemple à des vendeurs à la sauvette, arrêtés à Barbès ou ailleurs, placés en garde à vue quelques heures, en local de rétention administrative, et à qui on a notifié des OQTF pour des motifs d'ordre public. Donc une mobilisation vraiment importante de cette notion d'ordre public. Et ces circulaires, elles visent aussi un autre objectif qui est celui de renforcer la coopération entre les préfectures et les établissements pénitentiaires et les prisons pour identifier le plus vite possible, avec le plus d'efficacité possible, les étrangers détenus, pour que les prisons communiquent très rapidement l'information selon laquelle un étranger est détenu dans leur établissement, identité, nationalité, date de levée d'écrou, donc date de fin de peine, enfin toute une série d'informations, et à charge ensuite pour la préfecture de prendre la mesure adéquate, laquelle étant à minima une OQTF, à maxima un retrait de titre de séjour, un refus de renouvellement, un refus de délivrance de titre de séjour et une OQTF en bout de course. Voilà. Donc il y a vraiment une coopération qui se fait maintenant de manière très claire, de manière très huilée,
et que cette accumulation d'instructions, de circulaires des différents ministres de l'Intérieur, Darmanin ayant été évidemment le plus zélé d'entre eux, on n'en fait que renforcer ces dernières années. Alors, il a été dit très rapidement tout à l'heure que la notion d'ordre public n'a pas de définition, ce qui est tout à fait vrai d'un point de vue euh, législatif, réglementaire, il n'y a aucune définition. C'est d'ailleurs tout le problème qu'on a avec cette notion. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir dans une de ces instructions, celle de 2017, la première de cette liste dont j'ai dressé un aperçu, une tentative de définition que je vais vous lire parce qu'elle est suffisamment parlante pour comprendre en fait la difficulté qu'ont eux-mêmes les pouvoirs publics pour expliquer enfin, du coup, à leurs agents décentralisés, aux préfets, aux services des préfectures, ce que c'est qu'une notion voilà, qui est manifestement extrêmement floue. Donc cette instruction de 2017, relative à l'éloignement des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison, dit la notion de menace pour l'ordre public ne se fonde pas exclusivement sur les troubles à l'ordre public déjà constatés, comme le ferait une sanction, mais constitue une mesure préventive fondée sur la menace pour l'ordre public, c'est souligné dans le texte, c'est-à-dire sur une évaluation de la dangerosité de l'intéressé dans l'avenir. Cette appréciation prend naturellement en considération des faits déjà commis par le passé, mais demeure en droit indépendante des condamnations pénales prises à l'encontre de l'intéressé. Donc on a quelque chose qui repose sur des comportements du coup voilà, un peu prescriptifs, du coup que les préfectures seraient en charge de penser, voilà, d'avoir le nez pour essayer de comprendre un petit peu le comportement que pourrait avoir du coup l'étranger sur la base des comportements qu'il a déjà eu par le passé, en tenant compte de divers éléments qu'on ne sait pas bien identifier. Voilà, tout ça pour dire que donc ces circulaires se sont accumulés à tel point qu'aujourd'hui, donc les préfectures évidemment se sont adaptées à ces injonctions, hein, donc les refus de délivrance, de renouvellement, de retrait de titre de séjour pour des motifs d'ordre public sont légion en prison, les notifications d'OQTF, et Alexandra nous en dira plus tout à l'heure s'agissant des centres pénitentiaires de Fresnes et de la Santé, se sont vraiment, vraiment, vraiment systématisées. Il y a eu une explosion ces dernières années du nombre d'OQTF pour des motifs d'ordre public avec une difficulté d'accéder à des données statistiques assez fiables. Il n'y a pas de recensement en tant que tel dans les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les OQTF ordre public. Pour autant, voilà, la pratique et puis certaines données qu'on peut trouver dans des rapports parlementaires montrent qu'il y a vraiment une explosion. Ce qui est assez illustrant ces dernières années, c'est de voir à quel point cette question-là est devenue aussi une compétence de la justice. Ça veut dire que Darmanin, passé à la justice, vous savez qu'il était donc ministre de l'Intérieur puis garde des Sceaux, a décidé d'amener avec lui dans ses valises, dans ses cartons, la question des étrangers détenus dans le périmètre de la chancellerie. Donc il a créé, depuis qu'il est arrivé à Place Beauvau, du coup, une mission étrangers détenus au sein de la chancellerie, ce qui est vraiment une première, c'est totalement inédit dans l'histoire politique contemporaine, une mission étranger chargée donc du point de vue de la chancellerie, du point de vue des agents du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire, de renforcer la coopération avec les préfectures, en vue des expulsions des étrangers, en vue des transfèrements internationaux aussi, donc transférer des détenus pour qu'ils continuent à purger leur peine dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays. Donc voilà, il y a des gens qui travaillent depuis quelques mois maintenant voilà, pour renforcer les dispositifs existants, pour imaginer d'autres dispositifs. Donc, voilà, il y a toute une série de leviers qui sont envisagés, des lettres de cadrage, des réunions. Donc ça fait, voilà, ça fait travailler pas mal de monde pour un résultat qui sera évidemment moindre par rapport à l'effort fourni, et heureusement. Et des nouveaux leviers, mais je vais donner la parole sur ces points-là, notamment à Alexandra, puis on pourra en discuter si besoin. Des nouveaux leviers qui sont quand même, il faut le dire, assez habilement pensés dans le cadre de la loi Darmanin, cyniquement évidemment, et je pense notamment à la manière dont le ministre de l'Intérieur, on ne sait plus si à l'époque il était à l'Intérieur ou à la Justice, mais il était à l'Intérieur, a pensé la possibilité qu'ont dorénavant les juges de sanctionner un étranger à l'occasion d'un jugement, enfin, d'une audience pénale, d'une peine d'interdiction du territoire français. Et ça, c'est quelque chose qu'empiriquement, on voit extrêmement débridé ces derniers temps, c'est-à-dire l'interdiction du territoire français. Donc là, on est dans le registre vraiment pénal, c'est une peine, c'est pas une mesure administrative d'expulsion ou d'éloignement, c'est vraiment une peine. L'ITF était jusqu'à récemment vraiment prévu dans certains cas de figure, certaines infractions, il fallait que ce soit prévu par le code pénal, etc. Darmanin a vraiment dit en 2024, à l'occasion de sa loi, ça c'est fini, maintenant l'ITF sera une peine comme les autres, une peine autonome,
ou une peine complémentaire, mais ça reste la plupart du temps une peine complémentaire, donc la fameuse double peine que la CIMAD a longtemps et très justement enfin, contre laquelle la CIMAD c'est de longue date battue. Et donc maintenant, les ITF sont prévus pour tout type d'infraction, ou la plupart des infractions, c'est-à-dire toutes les infractions punies d'au moins 3 ans d'emprisonnement, dont le code pénal prévoit une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Voilà. Je laisserai Alexandra en parler, mais on a vu que vraiment que ça se systématise et j'ai envie de dire, ça enlève même le souci aux préfectures de devoir notifier une OQTF, puisque l'ITF comme l'OQTF sont des mesures d'expulsion exécutoires, peuvent entraîner assez facilement un placement en rétention ou une expulsion à la levée d'écrou. Et donc les préfectures ont finalement même plus besoin, c'est un peu ce dont on fait le constat récemment, même plus besoin de s'embêter à notifier une OQTF. Le juge pénal prend une ITF à charge pour la préfecture de l'exécuter une fois que la personne sort de détention. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, voilà, qui se systématise ces derniers temps. Voilà, j'ai été assez long comme ça, je vais donner la parole à Alexandra et je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup. Effectivement, je suis juriste chez Droit d'urgence et j'interviens au point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes. Droit d'urgence anime et coordonne aussi le point d'accès au droit de Paris-La Santé. Donc, je vais essayer de faire une petite présentation et prendre en compte à la fois ce que l'on observe sur le terrain à Fresnes et à La Santé, concernant notamment les mesures d'éloignement dont font l'objet les personnes étrangères en détention. S'agissant des OQTF, alors effectivement, ça avait été un peu évoqué par Julien, les OQTF notifiés en détention. On remarque à la santé et à Fresnes que la situation change dans le sens où on voit une baisse en fait de notification d'OQTF dans ces deux centres pénitentiaires et surtout c'est très notable à Fresnes. Pour Fresnes, par exemple, depuis le début d'année 2026, on a eu deux notifications d'OQTF. Si on remonte à l'année dernière, par exemple de juin à décembre, on a eu en tout 9 OQTF, ce qui fait une moyenne de moins de 2 OQTF par mois l'année dernière. Et à partir de cette année, encore moins. À la santé, ma collègue qui est juriste coordinatrice du point d'accès au droit, Kira Arden, elle remarque également une baisse du nombre d'OQTF notifiés en détention. Alors les chiffres sont quand même plus élevés à la santé. Elle m'a rapporté un chiffre de 20 OQTF environ notifiés depuis le début de l'année 2026. On constate que ce qui a déjà été évoqué aussi un peu plus tôt, que les personnes incarcérées, qu'elles soient prévenues ou condamnées, peu importe les faits, s'il s'agit d'une affaire criminelle, délictuelle, les préfets s'appuient sur une sorte de présomption en fait de menace à l'ordre public sur le fondement de la mise à l'écrou. Donc nous, on s'est un peu questionné sur les raisons effectivement de ce nouveau, enfin de cette baisse d'OQTF en détention. Donc il y avait l'effet, on s'était dit, en tout cas dans nos hypothèses, l'effet de la loi Darmanin sur la durée d'exécution des OQTF qui est passée de 1 à 3 ans. Et le fait que la Cour de cassation, elle a estimé aussi que la prolongation du délai d'exécution, elle s'appliquait aux OQTF prises avant le 28 janvier 2024. On a également réfléchi au fait qu'il y avait d'autres types de mesures d'éloignement que l'on voyait de plus en plus. Donc à la santé, ma collègue Kira Arden, elle fait état d'une augmentation du nombre d'arrêtés préfectoraux d'expulsion prononcés par la préfecture de Paris. Alors c'est pas quelque chose que nous on voit à Fresnes, mais voilà, c'était intéressant, je pense, à évoquer. Et par ailleurs, ce que disait Julien, c'est l'interdiction du territoire français, la peine complémentaire pénale d'ITF. C'est un sujet sur lequel on commence à s'intéresser de plus en plus dans nos deux pads pour essayer un peu d'élaborer une stratégie d'intervention. Donc je vais pas revenir sur ce qu'est l'ITF parce que Julien, tu l'as brièvement expliqué. Mais en tout cas, sur ce que l'on voit en pratique, c'est que, il y a beaucoup de personnes qui font l'objet d'ITF aujourd'hui, pas nécessairement avec des OQTF. Là, on n'a pas encore de chiffres. On va commencer à faire petit à petit des travaux de recherche sur ces sujets-là pour commencer un peu à documenter ça. Mais pour vous donner des exemples concrets, par exemple, on a une personne avec qui je travaillais, que je suivais à Fresnes, qui était sur le territoire depuis plus de 20 ans, qui bénéficie du statut de réfugié, qui a une carte de 10 ans en cours de validité, toutes ses attaches familiales en France,
cette personne, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 ans, assortie aussi d'une ITF de 5 ans. Je précise qu'il s'agissait d'une affaire qui n'était pas criminelle, mais d'une affaire délictuelle, une affaire de stupéfiants. Donc ici, le juge pénal, il vient donc interdire pénalement du territoire une personne, alors même qu'elle est réfugiée, ne peut pas être éloignée. Donc on commence un peu à se poser enfin, voilà, les questions sur le rôle du juge pénal et sur les ITF aussi, sur les recours qui existent. Donc il y a notamment la possibilité de faire appel d'une ITF. La personne peut faire appel uniquement de l'ITF et pas de sa peine, mais on n'a pas l'impression que c'est quelque chose dont les avocats se saisissent beaucoup. Et ensuite, lorsqu'on est hors délai d'appel, il existe d'autres procédures, par exemple le relèvement d'ITF. La personne peut demander au tribunal compétent de relever son interdiction du territoire, mais elle doit remplir certaines conditions de recevabilité, donc être soit incarcérée, assignée à résidence ou se situer hors du territoire français. Généralement, enfin, si par exemple une personne lance une demande en relèvement d'ITF dans le cadre de sa détention, qu'elle est libérée entre-temps, soit elle doit prévoir de faire une demande d'assignation en résidence avant sa libération, soit en fait sa demande elle devient irrecevable parce que ces conditions elles doivent être remplies au moment de l'audience. Par ailleurs, pour l'ITF, il existe aussi une autre manière de la traiter. Si je puis dire, c'est une demande de libération conditionnelle appelée suspension d'ITF. C'est prévu dans le Code de procédure pénale, c'est l'article 792.2. Dans le cadre de cette procédure, en fait, la personne qui est éligible à la libération conditionnelle, elle peut demander la suspension de son ITF le temps de la libération conditionnelle et si elle remplit si la libération conditionnelle n'a pas été révoquée, à la fin, son ITF, elle est relevée de plein droit. En pratique, nous, on remarque que cette procédure, elle est très peu connue, que ce soit des juges d'application des peines, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des avocats, des personnes détenues. Donc, on est en train un peu de travailler aussi sur une manière de sensibiliser ces différents acteurs à cette procédure-là. Aussi à savoir que une personne qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement type OQTF, arrêté d'expulsion, elle peut pas bénéficier de cette libération conditionnelle, suspension d'ITF. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu plus rapide quand je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais c'était pour vous donner une petite idée de ce qui se passe sur le terrain à Fresnes et à la santé. Eh bien, merci beaucoup. On va reprendre des questions et des réponses après ces différentes prises de parole. Peut-être une première question sur justement la question des personnes détenues et qui seraient placées en rétention après. Est-ce qu'on a un peu une idée? Vous avez parlé de l'augmentation des possibilités que des personnes soient condamnées à des peines d'interdiction du territoire français. Est-ce qu'on a un peu une idée entre le nombre de personnes qui se voient notifier des OQTF en prison et le nombre de personnes qui se voient condamnées à des ITF? Est-ce qu'il y a une augmentation de part et d'autre de ces notifications et de ces condamnations? Ouais, je peux essayer de répondre si ça te va, Alexandra, puis n'hésite pas à compléter. Je le disais tout à l'heure, il y a pas de données publiques sur les OQTF en fonction en fonction du critère qui les fonde. Donc il y a cet article de mémoire L611-1 du CESEDA où peu importe, mais en tout cas qui liste les différentes situations pouvant donner lieu à notification d'une OQTF, l'ordre public étant un de ces critères. Donc il n'y a pas de distinguo dans les statistiques officielles entre ces critères. Donc voilà, donc on ne sait pas combien d'OQTF ordre public. Après, pour les ITF, j'y viens, il y a quand même des rapports parlementaires ou autres qui donnent quelques éléments, et il y a notamment la Cour des comptes qui s'est intéressée à la question de la surpopulation carcérale il y a quelques années, en 2023, dans le cadre d'un rapport. C'était peut-être pas ce rapport de la Cour des comptes, c'était un autre rapport de la Cour des comptes, peu importe. Dans un rapport de la Cour des comptes, on a des données statistiques qui fait état quand même d'un certain nombre d'OQTF ordre public, mais j'ai plus le chiffre en tête, ça se retrouve. Donc c'est une réponse de Normand un peu. Sur les ITF, là, il y a des données publiques qui sont très claires, par contre qui sont publiées à N-2. Donc là viennent d'être publiées les données 2024, donc c'est-à-dire l'année d'entrée en vigueur de la loi Darmanin. Donc on a un visuel sur l'année moins un mois à peu près, parce que la loi est entrée en vigueur
en janvier 2024. Puis le temps que les juges aussi se familiarisent avec cette nouvelle disposition. Donc, encore une fois, je le redis, possibilité de notifier, enfin pas de notifier, de punir un étranger dans le cadre d'une audience correctionnelle ou criminelle d'une peine d'ITF pour toute infraction punie de plus de 3 ans d'emprisonnement, enfin de 3 ans ou plus d'emprisonnement. Donc voilà, le temps que ça s'inscrive dans la culture judiciaire, que les juges en prennent connaissance, on a eu une augmentation assez claire du nombre d'ITF en 2024 par rapport à 2023, qui n'est pas aussi importante qu'on pouvait le craindre. Donc c'est passé d'à peu près 5000 peines à 7000 peines. Par contre, il est très clair qu'en 2025, ce sera bien plus, et les données seront publiées que dans enfin, du coup, l'année prochaine. Voilà. Si. Petite question, parce qu'on a en plus des personnes qui interviennent et à la fois en détention et à la fois en rétention. Une question de comment ça se passe de manière très pratique d'une personne qui se voit notifier une OQTF en détention, lors de sa détention, la contestation, etc. Et ensuite son arrivée au CRA. Comment se fait en fait tout ce recours effectif et comment se fait cet accompagnement? Alors, pour la détention, s'agissant de la notification des OQTF, c'est la police aux frontières, en tout cas à Fresnes, parce que j'imagine que ça doit peut-être dépendre aussi des centres pénitentiaires. À Fresnes, c'est la police aux frontières qui vient généralement une première fois pour ce qu'on appelle la signalisation. Donc, ils vont recueillir des informations concernant la personne, son identité, date d'arrivée en France, ce genre de choses. Lorsque la PAF, la police aux frontières, revient une seconde fois voir la personne, généralement c'est pour notifier une OQTF. Dans ce cas-là, le greffe, on a un accord où le greffe nous informe de la notification, ce qui nous permet au point d'accès au droit d'aller voir la personne directement après notification pour voilà, faire le point sur l'OQTF, ce que c'est, et voir si la personne souhaite faire recours ou pas. Là, alors on est en discussion avec le greffe s'agissant de l'enregistrement des recours au QTF. Jusque-là, c'était le point d'accès au droit en fait qui se chargeait de faire les recours, de les envoyer au tribunal. Là, on est en train de voir pour que le greffe enregistre directement les recours en détention à Fresnes. Je sais qu'à la santé, le greffe enregistre déjà les recours au QTF. Euh, donc voilà. En rétention, on observe plusieurs situations, en fait deux. La première, c'est les OQTF notifiés en détention et qui arrivent hors délai en rétention, et les OQTF notifiés en général le matin de la levée de creux et qui arrivent en rétention. Dans la deuxième situation, bien évidemment, on fait la mission comme nous l'assumons pour tous les autres. Dans la première, il arrive qu'on essaie de tenter de justifier ce défaut de contestation par la difficulté d'accès au greffe. Parce que les retenus ont souvent, les détenus ont souvent des soucis d'accéder au greffe. Et on voit de plus en plus, on voit beaucoup de mesures notifiées pendant la rétention, pendant la détention et qui arrivent hors délai en rétention. Question qui concerne aussi la détention, de savoir, il y aurait des consignes données au JAP et au CEPIP sur la question des sorties des personnes étrangères détenues, des aménagements de peine, etc. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus? Sur les aménagements de peine? Ouais. Bah, Alexandra a posé pas mal de choses déjà sur les aménagements. Peut-être poser que la loi pénale elle est d'application évidemment équitable pour toutes et tous, peu importe la nationalité. Il n'y a aucune distinction qui est faite selon la nationalité. Donc les objectifs de la peine, disons, les fondements de la peine philosophique et pénaux, du coup, ils s'appliquent à tout le monde, quoi. C'est une évidence toute bête, mais pour autant, il est important de le rappeler. Notamment, c'est des choses qui ont, enfin, voilà, qui ont vraiment été au cœur des discussions, notamment des discussions législatives au moment de la loi Darmanin, où le ministre vraiment assumait l'idée vraiment d'une exécution de peine à deux vitesses entre étrangers et nationaux. Il a eu des phrases du style les étrangers n'ont pas vocation à se réinsérer dans la société française, justifiant du coup la mise en œuvre de toute une série de dispositions visant à renforcer leur expulsion à la fin de leur peine de prison, donc à renforcer les dispositifs dits de double peine, donc c'est-à-dire à la prison suit l'expulsion du territoire, quoi. Donc voilà, donc, d'un point de vue légal, l'aménagement de peine, le droit à la réinsertion, la visée réhabilitatrice de la peine
de prison ou autre s'applique à tout le monde. Donc ça, c'est le principe. L'exception, évidemment, c'est que c'est bien différent. Euh, en principe, alors, ce que prévoit la loi, c'est que les étrangers peuvent, par principe, comme tout un chacun, du coup, obtenir un aménagement de peine. Pour autant, il y a toute une série d'exceptions à ce principe pour les étrangers visés par des mesures d'expulsion. Donc, par des OQTF, par des interdictions du territoire français, par des arrêtés d'expulsion, des arrêtés Dublin, et autres. Donc, ces personnes-là, pour le coup, il y a vraiment des freins, des obstacles qui sont prévus par les textes. Euh, c'est un peu technique, mais voilà, concrètement, ça fait obstacle à la plupart des aménagements de peine. Et récemment, le ministre de l'Intérieur, donc Darmanin, a décidé de faire entrer dans ces exceptions un nouveau dispositif d'aménagement de peine qui s'appelle la libération sous contrainte de plein droit. Et donc, il est prévu expressément que les étrangers visés par une mesure d'expulsion ne peuvent pas obtenir de libération sous contrainte de plein droit. C'est pareil pour la libération conditionnelle, c'est pareil pour le bracelet électronique. Bon. Et puis il y a aussi une culture et une résistance, on va dire, assez forte de la part des juges d'application des peines qui ne veulent pas se mettre en porte-à-faux malgré la séparation des pouvoirs, hein, avec les préfectures, avec l'État, dans le cadre de l'exécution des décisions d'expulsion qu'il aurait pu prendre euh, auparavant. Donc il y a des juges d'application des peines qui font de la résistance parce qu'il existe quelques brèches juridiques. Alexandra a pu parler de la libération conditionnelle, suspension de l'interdiction du territoire français, qui permet effectivement à un juge d'application des peines de suspendre temporairement le temps de la mesure de libération conditionnelle, du coup, les effets de l'ITF. Et si la personne respecte les conditions posées dans le cadre de la libération conditionnelle, l'ITF est automatiquement relevé, c'est-à-dire qu'elle perd ses effets. Mais c'est vraiment, on est sur des euh, juges d'application des peines voilà, qui sont syndiqués au syndicat de la magistrature, qui sont politisés, qui sont plutôt progressistes et qui considèrent il ne revient absolument pas à l'autorité judiciaire et à ces différents agents du coup d'agir de près ou de loin dans la situation administrative des individus et sur leur devenir en France. Voilà. La plupart des juges sont pas du tout dans cette perspective-là et refusent simplement, ou voire même n'examinent pas la situation des étrangers euh, visés par une mesure d'expulsion et bien souvent tout simplement des étrangers en situation irrégulière, quoi. Il y a vraiment un manque de culture et un travail énorme à faire de sensibilisation euh, et même d'éducation, disons, à ce principe aussi bête que la- l'égalité d'accès du coup à la réinsertion, quoi. Question aussi sur l'assignation à résidence. Les personnes qui sont assignées à résidence après le centre de rétention, après leur rétention, déjà, combien de personnes ça concerne? Et ensuite, est-ce qu'on a une idée de combien de personnes sont expulsées une fois assignées à résidence? Difficile de répondre. Il y a environ 1%, vous trouverez les chiffres dans le rapport, 1% des personnes qui sont assignées à résidence à leur sortie du centre de rétention, mais ça, et on l'a bien précisé dans le rapport, ce ne sont que les chiffres connus de nos associations. Soit parce que la décision a été rendue par un juge judiciaire, donc nous avons connaissance de l'assignation à résidence, soit parce que nous le savons via la personne. Mais on sait et on se doute que la majorité des personnes aujourd'hui sont assignées à résidence à leur sortie du centre de rétention par les préfectures. Donc après, nous n'avons plus de visibilité sur la situation des personnes, nous n'avons pas connaissance des décisions. On nous signale juste que la personne est libérée par la préfecture, sans nous préciser si elle est assignée à résidence ou non par la suite. Ce qu'on constate, c'est que les personnes qu'on revoit plusieurs fois en rétention nous signalent en fait qu'elles ont été placées enfin assignées à résidence. Et ça démontre bien en fait le flou de l'assignation à résidence et de cette privation de liberté qui continue pour les personnes sans dispositif, sans accès aux droits et sans visibilité sur ce qui s'y passe. Idem pour le nombre d'expulsions pour les personnes qui sont assignées à résidence. Il est difficile de répondre exactement. C'est toujours la question du flou et des chiffres et des données transparentes ou non. Et justement, peut-être transition toute trouvée avec la question suivante sur le flou et peut-être ce rôle de vigie. Est-ce que vous avez des informations concernant le projet de remise en cause de la présence des associations dans les centres de rétention, notamment que Bruno Retailleau souhaitait confier à l'OFI?
Bon, je peux me lancer là-dessus. Non, pas vraiment. En réalité, ce projet et ce texte avaient été adoptés par le Sénat l'année dernière au mois de mai, donc on ne doit pas être très loin d'une jolie date d'anniversaire. Mais par contre, son examen à l'Assemblée nationale n'est pas encore programmé et en tout cas, on n'a pas d'infos de notre côté non plus sur la date à laquelle il pourrait l'être. Donc pour l'instant, depuis un an, le sujet est en suspens euh, et on ne peut pas vraiment en dire plus. Ce qu'on peut peut-être juste ajouter, c'est que nos associations ont dénoncé et se sont mobilisées contre cette proposition de loi, notamment parce qu'elle est très inquiétante au sujet de l'accès aux droits des personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention. On a pu exposer plein de situations et plein d'accès aux droits bafoués pendant ce webinaire et il y a plein de situations dans le rapport. Mais donc c'est très inquiétant dans cette nouvelle organisation et ce nouveau fonctionnement des CRA et l'accès aux droits est d'ores et déjà remis en question, mais là le serait d'autant plus puisqu'il est question d'une information au droit et non d'un accès au droit effectif. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les LRA, sur le fait qu'il n'y a aucune donnée ou sur les assignations à résidence, qu'il n'y a pas vraiment de données transparentes et aussi précises que ce qu'on peut vous donner sur les centres de rétention, les personnes qui y sont enfermées, sur le fait qu'on a un rôle un regard sur ce qui se passe dans les centres de rétention, un rôle de vigie qui est primordial. Et sans la présence d'associations, de nos associations dans ces centres de rétention, par exemple, ce rapport n'existerait pas, toutes ces données n'existeraient pas, et il y a une vraie question sur la transparence et la visibilité sur ce qui peut se passer. Eh bien, merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. Je vais maintenant donner la parole à Sylvie Guillaume, présidente de Forum Réfugiés, pour la conclusion de ce webinaire. C'est bon? Oui. Merci beaucoup à tous. Et c'est d'ailleurs par des remerciements que je vais commencer. Remercier les équipes qui ont préparé ce webinaire, qui est toujours très intéressant. Remercier les équipes qui ont contribué au volumineux rapport sur la rétention encore cette année, qui est une triste mine d'informations, mais une mine d'informations extrêmement importante, qui, je crois, ouvre le regard de la société civile sur la situation dans les centres de rétention. Et plus généralement, puisque ce n'a pas été fait, moi je le fais, remercier les équipes qui quotidiennement travaillent dans les centres de rétention. Bien évidemment, les associations qui sont dans tous les centres et qui s'engagent, les personnes qui s'engagent quotidiennement pour cet accès effectif aux droits. C'est un travail difficile et je veux personnellement et au nom de Forum Réfugiés remercier tous ceux qui interviennent dans les CRA. La conclusion que je vais formuler sera, vous le verrez, très concordante avec le constat qui a été posé cet après-midi, un constat extrêmement clair et extrêmement brutal qui, si on le résumait à l'extrême, serait de dire qu'en France, on enferme toujours plus longtemps, pour des résultats toujours plus faibles. Et derrière cette fuite en avant, bureaucratique et sécuritaire, il y a une réalité humaine très brutale. Des milliers de personnes privées de liberté sans avoir commis de crime, parfois pendant des semaines, des mois, et dans des conditions de plus en plus proches de l'univers carcéral. Vous l'avez compris, la rétention administrative n'est plus un outil exceptionnel destiné à préparer un éloignement rapide. Elle est devenue un instrument politique de démonstration d'autorité, une machine à produire de l'enfermement. Et ces outils sont à la fois inefficaces, coûteux et profondément attentatoires aux droits fondamentaux. Je reviens sur 5 points. Le premier, c'est l'obsession de l'enfermement malgré l'échec manifeste du système. Nous l'avons vu, le premier scandale, ce sont les chiffres eux-mêmes, qui montrent qu'on prive massivement des gens de liberté pour finalement les relâcher. Et malgré cet échec évident, l'État persiste. Il construit de nouveaux centres, ou projette de le faire. Il augmente les capacités, veut porter le parc à 3000 places, coût annoncé environ 300 millions d'euros.
d'investissement, sans compter les dizaines de millions supplémentaires chaque année. Tout cela pour un système dont l'efficacité diminue d'année en année, puisqu'en effet, l'allongement de la durée maximale de rétention ne se traduit pas par un nombre d'éloignements effectifs. Il s'agit donc d'une politique du chiffre, poussée jusqu'à l'absurde. On enferme davantage, non pas parce que cela fonctionne, mais parce qu'il faut donner l'illusion d'agir. Le deuxième point, c'est la banalisation d'un enfermement de type carcéral. Et il est extrêmement préoccupant, nous l'avons rappelé. C'est le glissement continu et assumé vers une logique pénitentiaire. Architecture pensée sous un angle carcéral, obsession sécuritaire pour des personnes placées en CRA mais qui ne purgent pas une peine, et ceci dans des conditions de plus en plus similaires à celles de la prison. Et pourtant, on vient de l'évoquer, certains veulent porter la durée maximale à 210 jours. 210 jours, il faut le redire aussi d'une autre manière, c'est 7 mois d'enfermement administratif, malgré une censure du Conseil constitutionnel et un ajustement à la marge de la proposition pour des personnes qui, pour beaucoup d'entre elles, finiront libérées et qui auront subi des dégradations significatives de leur état de santé somatique et psychologique. J'ai en tête aussi les effets de cette tension sur les équipes, notamment associatives, et pourquoi ne pas le dire aussi sur certaines des équipes de police. Nous ne sommes donc pas dans une logique administrative rationnelle, nous sommes dans une logique punitive. Le troisième point, c'est le détournement de la notion d'ordre public. Je serai moins qualifiée que Julien tout à l'heure pour en parler, mais cette dimension est importante. Nous l'avons vu, cette notion, elle est partout. Pour placer en rétention, pour prolonger la rétention, pour justifier des mesures d'éloignement anciennes, voire pour retirer des protections liées à la vie familiale ou à l'état de santé. Or, cette notion, comme l'a indiqué Julien, n'est pratiquement pas définie juridiquement. En tout cas, elle est floue, c'est le terme que vous avez utilisé. Elle laisse un pouvoir d'appréciation immense aux autorités. Résultat, des personnes vivant parfois depuis des années, des dizaines d'années en France, avec une famille, des enfants, un travail, peuvent être enfermées sur la base d'une appréciation extrêmement subjective. La rétention devient ainsi un outil de mise à l'écart social et sécuritaire des étrangers, et c'est un basculement politique majeur. On ne parle plus seulement de droits des étrangers, on parle finalement d'un dispositif de neutralisation administrative. Quatrième thème, c'est l'affaiblissement organisé des droits et des comptes au pouvoir, ce qui est particulièrement grave dans un état de droit. Et alors qu'une proposition de loi vise à remplacer les associations intervenant dans les CRA par l'OFII, nous venons d'en parler. C'est-à-dire, doit-on le répéter, à un organisme placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur lui-même. Autrement dit, il s'agirait de remplacer un regard indépendant par un opérateur dépendant de l'État. C'est grave, parce que nos associations constituent aujourd'hui la seule source indépendante de données sur la rétention où elles assurent l'accès effectif au droit, au recours et au juge. Sans elles, l'opacité deviendrait presque totale. Et cette dégradation du droit commence souvent dès l'interpellation. En effet, le rapport décrit avec moult détails des placements précédés de contrôles massifs, d'arrestations à domicile, d'interpellations au guichet des préfectures ou même à l'issue de convocations administratives. On est donc face à une mécanique où l'accès effectif au droit devient un obstacle à contourner. Et cinquième thème, une politique coûteuse et inefficace. C'est ce que rappelle également le rapport dans une sorte de description d'une immense hypocrisie politique. La France multiplie les OQTF, plus de 137 000 en 2025, mais seuls environ 11% d'entre elles sont réellement exécutées. Notre pays produit donc des dizaines de milliers de décisions dont l'État sait lui-même qu'elles ne seront pas appliquées et qui représentent un coût non négligeable. La Cour des comptes a elle-même estimé à plus de 600 € par jour et par personne le coût de la rétention. Et pourtant, certains continuent d'alimenter le récit d'une fermeté toujours insuffisante. Emeline le disait, le cas des ressortissants algériens est particulièrement révélateur. Il représente plus de 30% des placements en rétention, mais seuls environ 6% sont effectivement éloignés vers l'Algérie. L'administration le sait, les politiques le savent, les difficultés consulaires sont connues, les refus de réadmission aussi. Le raisonnement est celui de l'affichage, de la démonstration, une politique du coup de menton où l'on enferme pour montrer qu'on enferme. Au fond, ce rapport décrit moins une politique migratoire qu'une dérive institutionnelle. La rétention administrative était censée être exceptionnelle, brève et strictement encadrée.
Elle est devenue progressivement un outil ordinaire de gestion sécuritaire des étrangers, ceci sans discernement. On enferme plus longtemps alors que ça ne fonctionne pas. On multiplie des procédures alors que l'exécution recule. On fragilise les droits même quand les irrégularités explosent. On favorise les situations de tension et de vulnérabilisation des retenus, notamment en matière de santé psychologique. On construit de nouveaux centres, on prévoit de le faire, pendant que des juges ordonnent des milliers de libérations. Et surtout, on banalise l'idée qu'une personne puisse être privée de liberté, non pas parce qu'elle a été condamnée, mais parce qu'elle est devenue administrativement indésirable. Et c'est cela le cœur du problème. Cette politique n'est pas seulement inefficace, elle est politiquement dangereuse parce qu'elle habitue progressivement notre démocratie à l'enfermement administratif de masse comme mode normal de gouvernement. Et une démocratie qui s'habitue à enfermer inutilement finit toujours par affaiblir l'état de droit lui-même. Et de cela, nous ne voulons pas. Eh bien, merci beaucoup, Sylvie Guillaume, pour cette conclusion. Et il me reste uniquement à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire, à vous remercier toutes et tous d'être intervenus lors de ce webinaire pour nous apporter tant d'éclairage et nous expliquer, nous donner envie d'aller lire ce rapport rétention. Il est disponible sur Internet et donc n'hésitez pas à aller le consulter et peut-être à vous dire à l'année prochaine pour le rapport national sur les lieux de rétention 2026.